Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous commencez à avoir l'habitude, je vais vous présenter la suite de mon programme de Génération éclairée, donc un programme politique présidentiel pour 2022. Et on va s'intéresser aujourd'hui au système de santé, de retraite et d'entraide. Alors comme d'habitude, je vais vous lire le texte, je ferai des remarques quand des remarques seront nécessaires. Et aujourd'hui, je vous renverrai pas trop vers des liens extérieurs, voire pas du tout, considérant que le texte est plutôt clair sur les propositions que je fais. Donc on va aller à l'essentiel. Donc, la bonne santé des individus, du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie, est essentielle. Le système de santé se doit donc d'être juste, accessible à tous et géré en partie par l'État pour diriger les investissements vers les besoins, la santé publique et pour avoir un droit de regard sur le développement et le prix des traitements. Donc voilà, là c'est typiquement une approche socialiste, hein, je vais pas vous mentir. Après, libre à chacun de penser que c'est pas le cas, mais selon moi, il faut un système d'entraide au sein du pays. Donc pour mettre en place tout ça, bien que la France soit déjà un pays dans lequel il y ait de l'entraide, même si c'est en train de partir à volo, je propose tout d'abord de mutualiser et réduire les frais de santé. Donc pour cela, le premier chantier consistera à encadrer le prix des médicaments et leur remboursement. Et donc je propose d'inscrire dans la Constitution le principe de sécurité sociale publique et accessible à tous. Donc voilà, que ce soit constitutionnel et qu'on puisse pas y revenir à volonté selon les gouvernements en place. Je propose également de nationaliser partiellement une ou deux grandes entreprises pharmaceutiques françaises pour bénéficier d'un droit de regard sur le développement de nouveaux médicaments luttant contre les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives et les principales maladies virales. Donc j'ai choisi ces maladies parce que c'est les plus mortelles et les plus préoccupantes actuellement pour la population. Et donc cela permettra également de maîtriser le prix de vente des médicaments et l'étude de leur efficacité. Donc je sais que nationaliser, c'est un gros mot à l'heure actuelle, qu'il ne faut pas parler de nationalisation, mais pour moi non, il y a certains secteurs, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, qui méritent d'être nationalisés car ce sont des biens publics et des biens communs. Et donc tout ce qui est médicaments et santé doit être sous le contrôle de l'État. En tout cas, l'État doit pouvoir avoir un droit de regard sur ce qui se passe pour pouvoir contrôler un peu tout ça. Ensuite, je propose de relocaliser en France la production des médicaments les plus consommés. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de relocaliser la production de tous les médicaments, hein. C'est normal qu'on soit pas capable de produire tous les médicaments qui existent, mais au moins ceux qui sont consommés en masse, faut qu'on ait un pouvoir sur la production de ces médicaments, sachant que la plupart du temps, les médicaments qui sont très consommés, c'est des médicaments assez simples à produire. Donc il y a pas de raison qu'on puisse pas être maître sur les médicaments les plus utiles et les plus consommés, qui profitent au plus grand nombre. Puis en plus, on a vu pendant la crise sanitaire que ça pouvait créer des vraies questions de ne pas être capable de produire ses propres vaccins ou ses propres médicaments. Ensuite, je propose de réviser les taux de remboursement des médicaments en améliorant le remboursement d'une liste de 200 médicaments considérés comme essentiels pour traiter la majorité des maladies. Donc pour faire cette liste de 200 médicaments, je me base sur une étude suédoise qui s'appelle WISE, qui a donc listé des médicaments qui permettent globalement, si on les utilisait, de traiter pratiquement toutes les maladies efficacement. Donc il faudrait vraiment que ces médicaments soient accessibles pour le plus grand nombre et donc mieux les rembourser, tout simplement. Vu qu'actuellement, depuis plusieurs années, on est plutôt en train de limiter le remboursement des médicaments. Je propose qu'au moins sur ces médicaments essentiels, le remboursement soit au taux le plus grand possible. Et également en diminuant le remboursement des médicaments aux effets trop faibles ou redondants à ceux des médicaments déjà utilisés. Donc là, pour donner un exemple, je fais par exemple référence à l'homéopathie, qui selon moi n'a pas lieu d'être remboursée parce que c'est clairement un effet placebo et ça soigne que ceux qui y croient, et d'autres médicaments également qui sont très marketing, mais qui n'apportent aucune plus-value en termes de traitement. Donc il y a pas mal de médicaments qui sont produits par les boîtes pharmaceutiques qui sont juste très clairement des médicaments similaires à ceux qui étaient utilisés avant, avec un petit effet très léger en plus, et ils le vendent à prix exorbitant en justifiant ça par le coût des recherches qui ont précédé la distribution du médicament. Moi, je pense que s'il n'y a pas des vraies avancées technologiques, j'allais dire, des vraies avancées thérapeutiques, ça ne nécessite pas de compléter le panel de médicaments remboursés, donc les 200 que je citais précédemment. Sauf si effectivement, c'est un médicament qui soigne très, très bien une maladie particulière et qui est utilisé dans des contextes très précis. Ensuite, je propose de mettre en place la vente de médicaments à l'unité pour éviter le gâchis et la surconsommation médicamenteuse. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays, il me semble. En tout cas, si l'idée me vient, je crois que je l'avais vu, ça se fait ailleurs. Et donc je propose qu'en France, on puisse vendre des médicaments en unité. On a tous connu le cas de prescription qui nous prescrivent 3 boîtes de médicaments alors qu'on sait qu'on en utilise 2 boîtes, voire 2,5, et il y a encore une dizaine de gélules qui ne sera jamais utilisée.
Bah, non, je pense que si le traitement nécessite un nombre précis de gélules ou de quoi que ce soit, ben, le pharmacien devrait délivrer, la quantité qui est adéquate et qu'il y a beaucoup de gâchis, que ce soit en termes d'emballage et donc voilà, je propose comme dans d'autres, secteurs comme l'alimentation de mettre en place cette vente à l'unité pour les médicaments. Ensuite, d'harmoniser le système de sécurité sociale avec un système de cotisation identique entre salariés et entrepreneurs. Je pense que normalement, on est censé, être à peu près égaux devant les risques de maladie et donc on devrait être égaux aussi devant la cotisation et l'accès aux soins. Je propose de s'appuyer sur les avancées récentes et pour permettre la mise en place de tests génétiques avant les naissances pour les anomalies causant immanquablement une maladie invalidante sur demande des parents. Donc là, je parle vraiment pas de tests génétiques eugéniques, qui permettraient juste d'avoir des enfants qui sont plus intelligents ou que sais-je. Je parle vraiment de tests qui permettraient de détecter efficacement, donc ça, il y a vraiment des progrès qui sont faits en termes de génétique, de détecter, longtemps avant les naissances, les mutations génétiques qui produisent, donc à coup sûr, des maladies invalidantes pour les enfants, afin de laisser le choix aux parents de savoir s'ils sont prêts à s'occuper d'enfants handicapés et même, pour les personnes qui naîtraient comme ça, c'est pas forcément un plaisir de vivre toute sa vie avec un grave handicap. Donc voilà, mettre en place ces tests pour permettre aux parents de décider librement s'ils sont prêts à assumer les handicaps de leurs enfants. Si on est sûr que l'enfant va être handicapé, hein, parce qu'il y a une chance sur 100, ça va, c'est la vie, il faut prendre le risque. Il peut y avoir des mutations et nos enfants peuvent ne pas être parfaits, comme certains voudraient les avoir. Ensuite, dans un deuxième temps, je propose d'améliorer l'accès aux soins et leur qualité. Donc pour cela, le deuxième chantier consistera à rendre accessibles et qualitatifs les soins administrés. Donc dans un premier temps, je propose d'augmenter le numerus clausus et les capacités de formation des facultés de médecine, afin de passer de 3,1 à 4 médecins, notamment des spécialistes, pour 1000 habitants d'ici 2050. Donc là, tout simplement, 4 médecins, c'est un nombre, je ne sais pas sur quoi je m'étais basé, mais probablement sur les pays soit les mieux dotés, voire même un peu au-delà de la moyenne de l'OCDE. 3,1 médecins pour 1000 habitants, ça commence à être vraiment peu. Enfin, on commence à se rendre compte que dans des situations sanitaires tendues, ça crée de réels soucis. Donc, je propose vraiment de revenir sur ce numerus clausus et ouvrir le recrutement de médecins pour les années à venir. Donc, augmenter de 33% le nombre de médecins en 30 ans. Ensuite, je propose de recruter du personnel hospitalier de manière à améliorer leurs conditions de travail et pouvoir supporter un surcroît d'activité en cas de crise sanitaire. Donc ça, pareil, on sait que le gouvernement continue à vouloir licencier le personnel public, le personnel hospitalier public, donc les infirmiers, certains médecins, etc., qui ferment certains services. À l'inverse, moi je pense que c'est important de recruter. Donc tout simplement, je propose ce recrutement. Et donc le nombre de recrutements nécessaires devra se baser sur les besoins et non sur les coûts. Donc voilà, peu importe le coût que ça peut représenter, je pense qu'il faut être intransigeant avec la santé et donc si ça nécessite des soignants qui sont là pour s'occuper de la population, on on fait le nécessaire et on s'arrange ensuite pour trouver l'argent. J'ai déjà proposé des mesures dans le programme précédemment. On renationalise la Banque de France ou on lutte contre l'évasion fiscale, et cetera. Enfin, il y a moyen de trouver des sous, donc après, c'est vraiment un choix politique et il faut y mettre la volonté. Par la suite, je propose de mettre en place un crédit d'impôt pour les praticiens choisissant de travailler dans les déserts médicaux, défini selon une carte mise à jour chaque année. Donc voilà, tout simplement inciter les médecins qui ont quelques réticences à aller travailler dans les déserts médicaux par un crédit d'impôt. Je pense pas que ça coûte une fortune à l'État, mais au moins ça permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens qui vivent dans ces zones-là. Je propose de rembourser à hauteur des frais médicaux économisés par les mesures précédentes, les activités sportives de relaxation et de bien-être, évitant la prise d'anxiolytiques et de psychotropes. Faut savoir qu'en France, on est vraiment un des pays au monde qui utilise le plus de médicaments pour la santé mentale et pour lutter contre le stress, la pression, les burn-out, les détresses psychologiques et cetera. Donc plutôt que de tout miser sur les médicaments et de se dire que: «Allez, on va prendre la petite gélule qui va bien et puis on va se sentir mieux», je propose de mettre, l'argent qu'on attribue actuellement à tous ces médicaments qui bien qu'à enfin qui à court terme sont efficaces, mais à long terme posent quand même des soucis. Je pense que vivre toute sa vie sous anxiolytique, c'est peut-être pas la solution pour se sentir bien. À la place, on rembourse les activités sportives et de relaxation et de bien-être qui permettront aux gens de se sentir tout aussi bien, mais de manière plus naturelle et
et meilleur pour leur santé parce que même, enfin, c'est bien beau de prendre des anxiolytiques, mais si à côté de ça, ben, on s'alimente mal, qu'on a aucune activité sportive, dans tous les cas, on se sentira mal. Donc, faire un peu de sport, un peu de relaxation, ça peut permettre de se sentir beaucoup mieux. Ensuite, je propose de rembourser un bilan de santé régulier pour les personnes de plus de 40 ans, parce que clairement, c'est à partir de 40 ans que la plupart des maladies commencent à se déclarer. Et une médecine préventive sera toujours plus efficace qu'une médecine thérapeutique. Ça coûte moins cher, puis c'est plus efficace. Traiter un patient avant qu'il soit malade, entre guillemets, vu qu'on le traite pas, vu qu'il est pas encore malade, mais s'assurer qu'un patient ne tombera pas malade, c'est toujours mieux pour sa santé que de s'occuper des maladies qu'il développe. Et enfin, donc, je propose de développer la médecine préventive et les outils de dépistage afin d'améliorer la santé de la population et de réduire les frais médicaux, comme je viens de le dire. Ensuite, dans cette partie du programme, je propose également la prise en compte du handicap. Donc, le troisième chantier consistera à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. L'allocation aux adultes handicapés AAH passera automatiquement de 902 à 1073 euros par mois grâce au revenu universel inconditionnel que j'ai proposé de mettre précédemment en place. Donc déjà, ça fait une augmentation de revenus de 170 euros par mois pour les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, le revenu universel pérennise le montant reçu tout au long de la vie et permet également d'apporter une solution financière viable aux personnes aidantes. D'une part, oui, les personnes qui touchent l'AAH, ben, elles sont déjà en insécurité financière donc, tout au long de leur vie. Et en plus, les personnes qui s'occupent d'elles n'ont pas forcément accès à des aides. C'est compliqué de faire valoir auprès de l'État qu'on est en charge d'une personne handicapée. Et donc, le revenu universel, ça permettra aux personnes qui actuellement ne peuvent pas travailler car elles s'occupent d'une personne handicapée, ben, de toucher également 1073 euros. Donc, ça améliorera un peu la condition de tout le monde. Ensuite, je propose d'insérer un temps dédié à la sensibilisation aux problèmes d'inclusion du handicap dans les cursus de formation post-baccalauréat afin de rendre spontanée sa prise en compte lors de la conception de nouveaux produits et dans la construction de nouveaux locaux. Donc là, je focalise principalement sur les études post-bac parce que je me dis que c'est principalement les gens qui sont responsables de la conception des produits, des bâtiments, etc., qui ont un pouvoir sur les outils de production qui pourront intervenir pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Donc dans ce contexte-là, je pense qu'au sein de leur cursus, que ce soit à la fac, en école d'ingénieur ou que ce soit, un temps consacré à la prise en compte de ces problématiques est important parce que je crois que beaucoup de personnes n'ont pas encore conscience des difficultés que peuvent rencontrer les handicapés au sein de la société. Par ailleurs, je propose de donner plus de moyens aux maisons départementales des personnes handicapées. Donc pareil, elles sont sous-dotées, hein, elles manquent de moyens. Donc l'État fait des économies là où il peut. Et bah, ça, c'est un endroit où les gens vont pas trop se plaindre, donc il économise là-dessus. Donc je propose de redonner des moyens à ces maisons départementales. Et plus globalement, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails des mesures qui sont actuellement mises en place pour les personnes handicapées, mais continuer les efforts actuellement engagés, tout ce qui est accessibilité dans les transports en commun, dans les villes en général et dans les immeubles, et cetera. Voire, revenir un peu sur les mesures qui ont été prises par Macron, qui est revenu sur le fait de rendre accessibles, les logements dans les bâtiments nouvellement construits. Je pense qu'il a trop réduit ce nombre. Il faudrait vraiment réfléchir à combien de logements doivent être accessibles par immeuble et actuellement ce nombre est trop faible. Ensuite, je propose de remettre à plat le système de retraite. Donc ça, c'est toujours lié au revenu universel. Donc l'âge légal de la retraite n'aura plus lieu d'être puisque l'ensemble de la population aura automatiquement droit à un revenu universel inconditionnel de 1073 euros par mois. Donc voilà, il y aura plus de questions de: «Est-ce que j'ai accumulé assez de droits pour avoir une retraite?» De toute façon, qu'on ait travaillé longtemps ou pas dans sa vie, on aura cette somme. Et ensuite, si on veut plus d'argent, arrivé à la retraite, une cotisation par capitalisation permettra à ceux qui le souhaitent d'améliorer le montant de ce revenu. Donc rien n'empêchera les gens pendant leur vie active de capitaliser, d'économiser pour leurs vieux jours. Mais voilà, donc c'est une grosse remise à plat du système de retraite. Et donc également une remise à plat du système de succession. Je propose d'instaurer une taxation progressive des héritages en conservant les abattements actuels, mais en augmentant la taxation des plus grosses successions. Donc actuellement, il y a un abattement jusqu'à une certaine somme quand on hérite de ses parents, environ 100 000 euros de mémoire, et un peu plus de 30 000 euros, je crois, si c'est de la famille un peu plus éloignée. Par contre, quand on touche de grosses fortunes, de grosses successions, donc montant à définir, là, clairement, la taxation pourrait être augmentée. Et l'argent qui sera ainsi récolté pourrait être redistribué via une allocation automatique de plusieurs milliers d'euros aux personnes atteignant la majorité pour les aider à démarrer dans la vie.
Donc quand on arrive à 18 ans, je pense que c'est là où on a vraiment besoin d'argent. Mais au moins de permettre aux plus démunis d'accéder à une certaine somme quand ils arrivent à la majorité, de pouvoir prendre le temps soit de se payer des études, soit de monter une entreprise qui leur tient à cœur, etc., etc., etc. Sachant que dans le système que je propose, il y a également le revenu universel qui fait qu'on est beaucoup moins soumis au besoin de trouver un travail rapidement et de travailler dans n'importe quel secteur juste pour survivre. Ensuite, je propose de soutenir la prise en charge des personnes démunies et des personnes âgées. Donc je propose de créer des structures départementales chargées d'accompagner la création et l'action d'associations solidaires, des associations qui sont déjà existantes, hein, ayant pour but de lutter contre la solitude et l'isolement des personnes les plus démunies ou défavorisées par les aléas de la vie. Je propose de mettre en place un accompagnement médical et psychologique personnalisé pour les personnes sans domicile fixe. C'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte aujourd'hui, mais quand on vit dans la rue, c'est compliqué. On a la santé qui se dégrade rapidement et la santé mentale aussi qui se dégrade rapidement et donc il est important de mettre en place un accompagnement à ce niveau-là pour les personnes. L'important, c'est pas que de leur trouver un centre d'accueil, un endroit où ils vont se retrouver au milieu d'autres personnes un peu tarées qui ont dérivé au cours du temps et qui sont complètement, déconnectés de la société. Je pense que c'est important de les accompagner à la fois pour qu'ils soient en bonne santé et également qu'ils soient pas en détresse psychologique. Je propose d'interdire l'introduction en bourse des EHPAD pour éviter la course au profit au détriment de la prise en charge des personnes âgées. Donc actuellement, il y a des EHPAD, je ne sais pas si elles le sont toutes, mais il y a beaucoup d'EHPAD qui sont cotés en bourse, ce qui fait que leur but, c'est la rentabilité et encore une fois, qui dit rentabilité dit baisse des coûts, dit économie là où on peut en faire pour rendre la chose plus rentable donc et ça crée, je vais utiliser le mot, de la maltraitance des personnes âgées. Et donc, faut revenir là-dessus. Il faut vraiment que les EHPAD soient contrôlés et ne soient pas tentés de faire des économies là où ça devient dangereux pour les personnes âgées d'en faire. Et donc pour ça, une des solutions déjà les plus efficaces à mettre en place, ce serait d'interdire leur introduction en bourse pour qu'elles ne soient pas incitées à devenir rentables. Ça reste un service public normalement les soins apportés aux personnes âgées. Et enfin, dernier point de cette partie du programme, je propose d'accorder, sous tutelle, le revenu universel inconditionnel aux mineurs orphelins. Donc voilà, normalement le revenu universel, je propose qu'il soit mis en place dès l'âge de 18 ans, mais si des enfants se retrouvaient, malheureusement orphelins d'un ou des 2 parents, il serait normal qu'ils puissent toucher le revenu universel pour que ça prenne en charge tout simplement leurs frais de scolarité et hem et leurs soins et leur habillement, leurs loisirs, leur confort et cetera. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je mettrais en place si je pouvais devenir président ou en tout cas si j'avais un programme à présenter pour les présidentielles, concernant le système de santé, de retraite et d'entraide. Donc dans 2 semaines, normalement, je présenterai la partie sur l'éducation, donc toujours en live aux alentours de 18 h sur Twitch et si ça vous intéresse, donc venez me regarder en live sur Twitch, comme ça on pourra interagir et vous pourrez me poser des questions en direct. Et dans tous les cas, je vous incite à continuer à vous intéresser à la politique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.